En 1925, sur le modèle de la Bermuda Race américaine, le journaliste Weston Martyr imagine la course du Fastnet. Les concurrents partent de l'île de Wight, virent le phare du Fastnet au sud de l'Irlande et rentrent à Plymouth. Depuis, la course est devenue une des épreuves les plus prestigieuses au monde. Et en 2021, la Rolex Fastnet Race a vécu une petite révolution puisque c'est désormais Cherbourg-en-Cotentin qui accueille les quelques centaines de bateaux bouclant les 695 milles du parcours. En 2023, la course qui fête sa 50e édition s'élancera le 22 juillet de Cowes. Pour célébrer cet anniversaire, l'association Arrivée Fastnet Cherbourg, qui réunit 4 collectivités, la ville de Cherbourg-en-Cotentin, la communauté d'agglomération du Cotentin, le département de la Manche et la région Normandie, vous propose le roman du Fastnet, un podcast mensuel en 6 épisodes sur les plus grandes heures de cette épreuve presque centenaire. Je suis Pierre-Marie Bourguina et je vous invite pour 30 minutes à feuilleter avec nos invités ce roman du Fastnet. Bonjour à toutes et à tous, dernier volet aujourd'hui de ce roman du Fastnet consacré aux ultimes 32-23 qui, une fois encore, vont faire le spectacle au départ de la Rolex Fastnet Race. Le 22 juillet prochain, dans le Solent, ils seront les premiers à franchir la ligne de départ et il y a de bonnes chances qu'ils soient également aux premières loges pour pénétrer dans la rade de Cherbourg-en-Cotentin où se joue l'arrivée. En ultime, un Fastnet, c'est généralement l'affaire de 36 heures à peu près et nous avons justement la chance d'avoir aujourd'hui avec nous le détenteur du record de l'épreuve, Charles Caudrelier. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour. Alors Charles, est-ce que tu as en tête le temps exact du Maxi Edmond de Rothschild en 2021 ? Pas du tout. C'est vrai que les records, je regarde pas trop. Je regarde plutôt ce qui m'intéresse, c'est d'être le premier bateau à franchir la ligne. On essaie une course et du coup, j'ignore le temps, mais tu vas me le rappeler, j'imagine. Alors le temps était de 1 jour, 9 heures, 14 minutes et 54 secondes. Et donc c'était quelques heures de plus que le temps absolu que vous aviez posé en 2019, puisque vous êtes double détenteur de l'épreuve. Mais c'était sur le format historique Cowes Fastnet Plymouth, qui est un peu plus court, de 80 000 environ. Donc là, c'était 1 jour et à peine 4 heures. J'imagine que ça rappelle de bons souvenirs, Charles. Bon, tous les Fastnets, c'est des bons souvenirs. Hein. C'est vrai que il y en a 2 qui ont été très marquants. C'est quand même ce Fastnet avec Gitana, qui était la première victoire avec le Gitana Team, et cette bagarre épique avec François, voilà, qui était le grand favori et qu'on a doublé juste sur la ligne d'arrivée. Et ça m'a rappelé le Fastnet d'avant que j'avais gagné aussi avec le Dongfeng Race Team. Là, c'était en monocoque. Et ça s'était terminé aussi au même endroit dans les derniers mètres où on avait doublé les Espagnols. Donc, c'est deux arrivées magiques. Mais bon, le Fastnet, c'est pas ça. C'était voilà, c'est une anecdote de la course. Mais la Fastnet, c'est plein de choses. Hein, c'est plein de souvenirs. C'est une course mythique et on adore la faire parce que il y a plein de bateaux et aussi parce que elle est magique par son parcours qui est historique et qui est très très intéressant. Alors cette année, il n'y aura pas de Fastnet pour Gitana 17 parce que je crois que vous serez juste remis à l'eau à peu près au moment du 22 juillet ou juste un peu après. Tu as une année chargée devant toi avec la Transat Jacques Vabre que tu cours avec Erwan Israël en double avant le grand saut autour du monde en solitaire pour l'Arkea Ultime Challenge en janvier prochain. Il n'y a pas de regret là de pas défendre son titre cette année ? Oh si, bien sûr, il y a toujours un regret de pas participer à cette épreuve qu'on adore et puis aussi de rater une des rares confrontations qu'on a entre les ultimes en course. En plus, avec tous ces nouveaux bateaux qui maintenant commencent à être très aboutis. On l'a vu sur la saison dernière avec une bagarre incroyable avec Armel Lecléache et puis sur la route du Rhum avec François. Les potentiels des bateaux sont vraiment extrêmement proches et c'est de la vraie régate. Et ça c'est sympa et tout le monde progresse. Donc chaque année, on aime pas rater les rendez-vous parce qu'on a envie de se confronter, on a envie de savoir où on en est et de savoir où sont les autres et si on n'a pas pris de retard. Alors notre second invité justement a exactement le même programme que Charles, mais lui il a ajouté la Rolex Fastnet Race au calendrier de son Banque Populaire 11. Il s'agit bien sûr d'Armel Lecléache. Bonjour Armel. Bonjour. Bonjour. Alors écoute, on te reçoit fort et clair, peut-être si tu t'approches encore un peu plus de ton micro, en tout cas sans bruit de fond puisque tu es installé, je crois, chez toi à Begmail et pas dans une voiture comme Charles.
Qu'est-ce qui t'a décidé à revenir sur le Fastnet cette année, Armel? En 2021, en fait, Banque Populaire n'était pas au départ. Pour quelle raison? Oui, parce qu'en 2021, en fait, on venait juste de mettre à l'eau notre nouveau trimaran Banque Populaire 11. Donc, on était en phase de mise en route et on n'était pas prêt pour pouvoir participer à cette course qui demande quand même si elle est courte, il y a quand même beaucoup de spécificités techniques, beaucoup de manœuvres, ça peut être très engagé. Donc, on n'était pas, en termes de sécurité et de fiabilité, prêt pour pouvoir être au départ de ce grand rendez-vous. Et on est très heureux d'y être cette année parce que c'est les 50 ans du Fastnet. C'est une course auquel j'ai déjà participé et comme le disait Charles, voilà, ça nous rappelle plein de souvenirs. On a fait beaucoup de solitaires du Figaro l'un contre l'autre et puis sur d'autres éditions et c'est toujours un terrain de jeu quand même assez incroyable. La côte sud anglaise, les îles Scilly et puis le passage du Fastnet et notamment bien sûr cette course particulièrement où il y a ce départ assez incroyable dans le Solent avec plus de 600 bateaux, même si on part sur le premier départ, c'est toujours très impressionnant, même un peu stressant parce que nous avec une grosse machine, on prend pas mal de place, mais non, ça va être super d'être là cette année, on est très très heureux, ça va être la première course pour nous et le team et on prépare ça en ce moment et on a hâte d'y être. Bon, alors avant de parler des spécificités du Fastnet sur vos grands trimarans, je voulais revenir au Fastnet lui-même. Vous avez commencé à en parler un petit peu. Le Fastnet, il fait aussi partie de votre histoire de navigateur. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous et surtout, tu vas peut-être commencer, Armel, pour suivre. Quand est-ce que tu l'as vu la première fois, le Fastnet? C'était sur un Figaro? C'était en courant la course elle-même? C'était quand? Eh ben non, c'était sur un Mélodie, sur le bateau de croisière de mon papa. Quand j'étais tout petit, on partait. En fait, nos vacances estivales, c'était en famille sur le bateau de croisière. Et donc, j'ai eu la chance de voir pour la première fois le Fastnet. Je devais avoir 6-7 ans. Il y avait pas un pet de vent et c'était assez magique. Voilà, d'arriver. On avait passé la nuit à traverser la mer d'Irlande et on était parti des Scilly la veille et on avait l'objectif c'était d'arriver au Fastnet de jour et on a réussi et c'était super de voir ce phare assez incroyable perché sur un caillou et ensuite on est allé s'amarrer à Cork pour voir notamment il y avait une escale de la solitaire du Figaro qui était sur place là-bas et donc on avait pu voir aussi tous les concurrents de cette édition. Maintenant, ça fait presque 40 ans. Bon, voilà, naissance d'une vocation peut-être sur le mélodie familial. Et toi, Charles, quelle est la principale difficulté pour toi d'un Fastnet en ultime? Ouais, alors sur un ultime, effectivement, c'est le départ, mais je pense pour tout le monde, c'est le départ parce que on peut pas faire une navigation plus compliquée. Voilà, c'est plus facile de traverser l'Atlantique que de traverser le chenal de Cause, enfin voilà, le Solent. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a tous les risques et tout ce qui est compliqué en termes de navigation. Il y a beaucoup de courants, il y a des hauts fonds, les fonds en plus sont pas très stables, bougent. D'ailleurs, cette premier Fastnet, on s'est échoué en passant à l'intérieur d'un banc. On était très loin des cailloux et pourtant on s'est quand même échoué. Tout bouge, et le courant est très compliqué et très dur à appréhender. Et donc c'est une zone étroite, donc il y a vraiment tous les risques et une mer qui peut être en plus assez mauvaise, pas trop pour nos gros bateaux quand même. Mais voilà, donc c'est beaucoup de manœuvres. Donc en fait, on peut pas faire beaucoup plus compliqué que ce départ et que d'ailleurs la course en elle-même. Donc nous, c'est vrai que le risque, il est vraiment sur la zone de départ pour nos gros bateaux. Oui, effectivement, c'est une course qui mêle la régate côtière et course au large finalement, c'est ce qui en fait sa richesse. Toi, Armel, tu l'as couru 2 fois en IMOCA, si je me trompe pas, et une fois en multicoque je crois que c'était en 2013, je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu appréhendes plus qu'autre chose sur cette course-là, la sortie de la Manche justement, ou bien peut-être justement le départ avec tous ces bateaux autour de toi?
Ouais, bien sûr, le départ, c'est un moment stressant parce que ça dépendra de la météo, mais on part souvent au près dans un vent qui est souvent dans l'axe, donc ça veut dire qu'il va falloir tirer des bords, c'est pas large, avec nos bateaux, on fait vite de la distance, donc ça veut dire qu'il va falloir manœuvrer très très rapidement et souvent. Donc principal risque, c'est le risque de collision, c'est le risque de venir même taper les fonds. Il me semble que de mémoire, sur ma première Fastnet en multicoque, enfin en ultime, c'est sur BP7, oui, en 2013, on avait dû toucher un petit peu un banc de sable avec la dérive. Donc malgré toutes les précautions qu'on avait pu prendre sur la préparation de la nave et tout ça. Donc oui, c'est le principal sujet. Et puis après, effectivement, on verra en fonction de la météo les problèmes qui vont se poser devant nous. On sait qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup de pêcheurs côtiers, des casiers. Sur la DST autour des Scilly, c'est compliqué parce qu'on a des zones interdites et donc il faut un petit peu se faufiler entre les îles et ces zones, ces espèces de polygones là, on n'a pas le droit de rentrer. Donc ça fait des couloirs assez étroits. Donc oui, ça va être intense. Je pense qu'on va être bien cramé à l'arrivée à Cherbourg, mais ça en vaut la chandelle parce que l'objectif c'est effectivement on a la chance avec nos bateaux de pouvoir jouer la victoire en temps réel. Donc c'est toujours sympa d'aller chercher ce trophée-là et on espère qu'on va réussir cette année. On sera 3 ultimes normalement au départ et à nous de bien naviguer pour réussir ce challenge. Alors je précise que la Rolex Fastnet Race en ultime, elle se court en équipage et pas évidemment en solitaire, ce serait très dangereux, mais pas non plus en double comme par exemple la Transat Jacques Vabre cette année. Est-ce que dans l'équipage là, tu vas peut-être nous dire un petit peu avec qui tu pars, Armel. Est-ce qu'il y a un équipier qui est ou des équipiers qui se relaient, qui sont vraiment spécialement dévolus à la veille, à cette question des collisions, à cette question du trafic, des autres concurrents, mais aussi, comme tu le disais, eh bien, des bateaux de commerce ou des bateaux à passagers qui transitent beaucoup dans ces zones. Ouais, on aura, bien sûr, c'est en équipage. Donc nous, on va naviguer à 7 à bord de Banque Populaire 11. On aura comme navigateur, on aura la chance d'avoir notre routeur attitré, en tout cas qui nous suit sur toutes nos courses depuis très longtemps, c'est Marcel Van Trist. Donc on est très heureux de l'accueillir à bord sur cette course. Il est très content de venir avec nous aussi. Donc il va passer pas mal de temps à la table à cartes et il aura finalement comme mission, en plus d'être un bon stratège, mais ça on n'a pas trop de doute, c'est de surveiller un petit peu tous les routes de collision. Après bien sûr il faudra aussi avoir une veille visuelle, parce que il y a beaucoup de bateaux aussi qui ne sont pas forcément à la IS, et puis des dangers comme des casiers, etc. Donc il faudra surveiller ça de près. Donc oui, l'équipage va se relayer et on va essayer d'être vigilant pendant toute la course. Donc non, ça va être sympa. On a hâte. C'est une course en équipage. C'est toujours un beau moment parce qu'on partage ensemble des émotions. Comme disait tout à l'heure Charles, quand ils ont gagné à l'époque contre Massif, ça s'était joué vraiment dans les derniers mètres. Et ça, c'est sympa de partager ce genre d'aventure et puis de joie à l'arrivée ou de moments forts parce que on le partage en équipe et ça change de ce qu'on peut faire d'habitude en solitaire ou en double. Très bien. Charles, vous étiez aussi nombreux sur le Maxi Edmond Rothschild lors de vos 2 Fastnet victorieux 2019-2021? Non, on a toujours navigué à 6 parce qu'on a la chance aussi, toutes les équipes maintenant embarquent des médiamans à bord. On a la chance d'avoir un médiaman qui navigue bien et qui navigue depuis très longtemps sur le bateau. Donc il est comme un équipier et voilà, donc Yann Rioux. Et il est capable de faire les deux, donc ça c'est pas mal et ça nous évite d'avoir une personne en plus, tout simplement parce que même si le bateau est très grand, le cockpit est petit, la zone de vie est petite et c'est pas nécessaire. On cherche toujours à être léger et avoir une personne en moins, c'est du poids en moins. Donc on n'a jamais vu le besoin, on a toujours couru à 6 et pour l'instant on n'a jamais senti le besoin et les résultats étaient là, donc on s'est pas posé trop la question de changer d'équipage ni de... Armel, cette année, tu parlais de 3 ultimes. J'ai l'impression qu'il y a 2 ultimes inscrits, Banque Populaire 11, ton bateau, et SVR Lazartigue, qui va être votre principal concurrent. Ensuite, il y a d'autres multicoques sur la Fastnet, sur la Rolex Fastnet Race. Il y a 20 multicoques inscrits, il y a deux modes 70,
2 ou 3 Ocean 50 si je ne me trompe pas, et puis quelques bateaux de course croisière. J'imagine que vous êtes impatient aussi de vous jauger par rapport au bateau de Tom Laperche et François Gabard, notamment depuis ces transformations de l'hiver dernier et sa mise à la jauge ultime 32-23. Ça va être un premier test ça de l'année. Ouais, complètement. Bah, c'est vrai que c'est pour nous la première confrontation avec un des bateaux de la classe ultime. Donc ils ont fait leurs travaux pour se mettre en conformité et donc on va voir ce que ça donne. Mais surtout nous, on va pouvoir aussi voir comment on a progressé par rapport aux travaux qu'on a pu faire cet hiver. On a fait un gros chantier depuis la route du Rhum de quasiment 5 mois. On a fait pas mal d'évolutions, de fiabilisation. Voilà, on va avoir des éléments nouveaux sur le bateau aussi pour la course qui vont être ensuite utilisés pour les 2 grands rendez-vous de fin de saison qui vont être la Transat Jacques Vabre et l'Arkea Ultimate Challenge. Donc voilà, pas mal de choses à voir, pas mal de choses à observer, et c'est mieux de le faire effectivement avec un concurrent qui sera aussi très bien préparé, qui fait partie des grands favoris des courses à venir, donc dans la classe ultime. Donc c'est super. On aurait effectivement aimé que Charles et son équipage soient là et qu'il y ait d'autres bateaux, mais on sait aussi que les programmes sont toujours un petit peu complexes avec les calendriers de chacun. Donc on va se retrouver tous sur la Jacques Vabre et c'est ça la principale. Et puis surtout au mois de janvier, quand on va partir sur le Tour du Monde, ça va être le grand rendez-vous de la saison. On teste des choses sur une Rolex Fastnet Race en ultime, Armel, où on dit vraiment qu'on va faire la course et qu'on est là pour être au meilleur niveau du bateau dans sa configuration des épreuves ultimes qui vous attendent dans la saison, ou bien c'est encore une course où on peut essayer de découvrir, je sais pas, une combinaison de voilure, des réglages d'appendices. Est-ce qu'il y a aussi cette découverte-là? Est-ce que ça sert aussi de test pour la suite? Oui, ça sert toujours de test, hein, c'est sûr. Nous, en plus, on a un bateau qui est récent. On a fait très peu de courses en équipage, contrairement à Gitana, par exemple, ou d'autres bateaux. On est un jeune projet, en tout cas dans ces classes avec notre BP11. Donc oui, on va sûrement apprendre des choses en termes de réglage, sur un parcours qui est très technique, surtout en confrontation directe. On risque d'être, j'espère en tout cas, au contact pendant toute la course. Ça promet de pouvoir justement un petit peu jouer sur des petites choses, des petits détails de réglage et d'apprendre à progresser. Maintenant, voilà, on n'est pas là pour essayer spécifiquement à telle ou telle chose. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir le bateau en configuration optimale qui sera proche de celle qu'on aura pour la Jacques Vabre et autour du monde. L'objectif, c'est maintenant d'accumuler des milles dans cette configuration-là et que tout fonctionne pour les courses longues, parce qu'on sait que c'est ça qui fera la réussite de ces projets. Donc le Fastnet arrive bien dans notre planning. On a fait pas mal de milles depuis qu'on a remis à l'eau. On a fait 10 000 milles au mois de mai. Là, on en a fait encore un peu. Donc on continue à travailler dans ce sens. Et la course du Fastnet, ça va être aussi un moment de plaisir, parce que la course, ça, c'est vrai qu'on a quelques rendez-vous importants, mais voilà, on espère étoffer notre calendrier. C'est prévu avec la classe ultime dans le futur d'avoir plus de courses, plus de rendez-vous, parce que c'est vraiment là que c'est sympa, où on prend du plaisir. L'année dernière, on avait fait l'Atlantique avec les ultimes et c'était super. On avait passé quasiment 6 jours à vue avec Gitana, et ça reste un de mes meilleurs souvenirs de course en équipage. Ok. Toi, tu as connu, Charles, dans les 2 victoires sur Gitana, tu as connu une arrivée à Plymouth, et tu avais connu cette même arrivée sur Dongfang, et en 2021, l'arrivée sur Cherbourg. Qu'est-ce qui a changé dans le Fastnet entre 2019 et 2021? C'est une petite révolution pour toi, ou finalement c'est une évolution naturelle des choses? Alors pour moi, c'est pas une révolution. Pour les Anglais, c'est sûrement une révolution, parce que c'est une de leurs grandes courses qui maintenant fait son arrivée en France. Le départ étant mythique, l'arrivée était sans doute le point faible de cette course. Donc c'est très bien qu'on ait changé d'endroit, parce que les gens là-bas n'étaient pas tellement intéressés, je trouve, par la course.
Et puis finalement la course ça la rend plus longue. Donc nous à notre échelle, peut-être pour les petits bateaux, quand ils passent devant Plymouth, ils se disent maintenant faut aller à Cherbourg, c'est très très loin, parce qu'eux ils vont mettre peut-être 5-6 jours. Nous on mettait 24 heures, comme tu l'as dit. Donc de rallonger un peu la route pour des bateaux qui sont habitués à faire le tour du monde, c'est très bien, et ça rend la course pour moi beaucoup plus intéressante et beaucoup moins fermée qu'avant même. Donc moi je suis ravi d'aller à Cherbourg. J'ai un souvenir excellent de l'arrivée. Les gens étaient là, et Cherbourg est une très très belle ville d'arrivée. Moi j'ai plein de souvenirs solitaires du Figaro. D'ailleurs ma première semaine de cause, j'avais fait escale à Cherbourg. J'avais découvert cette ville, et c'est une ville qui sait vraiment bien accueillir, qui est passionnée par les courses. Et en plus l'endroit enfin l'approche de Cherbourg est très complexe, donc laisse encore du suspense jusqu'à l'arrivée. Donc c'est traverser la Manche, c'est toujours très intéressant. Pour moi, la course, c'est que du positif. Le parcours est plus intéressant et l'arrivée est plus sympa. Toi, Armel, lorsque tu as appris que la course changeait finalement de destination, ne terminait plus à Plymouth, mais revenait en France, à Cherbourg-en-Cotentin, ça t'a inspiré quoi? Bah, c'est plutôt sympa comme parcours. Ça complexifie le jeu, parce que c'est vrai que l'arrivée à Cherbourg, et ben il y a le Raz Blanchard à franchir, ou en tout cas passer soit dedans, soit un petit peu au nord, et ça va donner une difficulté supplémentaire. La course peut se jouer là, et donc oui, tant mieux. Ça promet, voilà, une course encore plus intense. Moi, j'ai pas eu encore la chance de tester ce parcours-là, enfin en tout cas sur le Fastnet. Donc on va découvrir un petit peu l'enchaînement de toutes les difficultés cette année. Et puis bah oui, ça va pas aussi d'arriver à Cherbourg. Je sais que l'accueil va être super. On a vécu des départs et des arrivées en Figaro. Il y a le départ de la Dream Cup aussi, où on est toujours très bien accueillis. Et c'est vrai que là, bah, je pense qu'on aura une belle arrivée avec voilà, beaucoup de monde pour nous accueillir. Et ce sera sympa de faire vivre aussi aux Français cette course mythique anglaise. Oui, et tu parles de l'arrivée. Tu as prévu dans ton calendrier, on sait que vous avez des calendriers hyper serrés. Tu as prévu de rester justement quelques jours à Cherbourg à l'arrivée pour un peu profiter de la course, et profiter aussi, j'imagine tu auras des copains, et pas mal de copains qui courent sur d'autres bateaux. C'est aussi ça qui est sympa dans ces courses-là, c'est de retrouver du monde. Alors on aurait bien aimé effectivement, mais nous avec nos bateaux c'est un peu compliqué de les laisser au port comme ça loin de notre base. Ça demande une logistique assez importante, donc on va éviter de déplacer trop de monde. Donc pour le coup on va juste se mettre en stand-by à l'arrivée, et moi je débarquerai pour pouvoir répondre le cas échéant à des journalistes, faire quelques photos, et ensuite on repartira directement en mer pour laisser aussi la place à tous les bateaux qui vont arriver derrière, parce que je crois qu'il y a plus de 600 bateaux au départ. Donc nous on prend beaucoup de place au ponton, et on veut pas forcément gêner tout le monde. Et puis nous derrière on a un programme qui s'enchaîne. Donc non, on profitera pas de l'accueil cherbourgeois, mais on sera très content de franchir la ligne d'arrivée là-bas, et de passer quelques heures juste pour profiter de cette arrivée. Et puis voilà, on suivra ensuite la course des autres catégories, parce que c'est vrai que, comme disait Charles, nous on croise très rapidement toute la flotte en général. De souvenirs, moi j'étais en 2013, quand on redescendait vers les Scilly, on avait croisé les premiers monocoques qui étaient au près et qui commençaient à attaquer la mer des Landes, alors que nous, quelques heures après, on arrive à Plymouth. Donc on vit vraiment des courses différentes. C'est sûr que nous, on va passer une trentaine d'heures en mer, peut-être moins si la météo est idéale. Et les petits bateaux, je discutais avec un de mes gars de mon équipe, justement, de Petit Banque Populaire, qui lui va faire sur un J99. Bon, lui, il est parti pour 4, 5, 6 jours de mer, donc c'est pas du tout le même challenge. Ouais. Vous avez conscience que c'est quand même, moi je trouve de se dire qu'on fait un Fastnet en 30 heures, peut-être moins de 30 heures, tu disais, c'est vraiment pour qui est allé au Fastnet déjà à 5 ou 6 nœuds de moyenne, c'est quand même très très impressionnant. C'est presque plus impressionnant que se dire que vous pouvez être aux Canaries en 3 jours, parce que vraiment là on a une géographie très précise avec ces points de passage,
et on voit qu'un Fastnet quand même ça se gagne hein, sur un petit bateau. Vous êtes quand même dans un autre monde. Ah, c'est sûr qu'on réduit les échelles géographiques. C'est sûr que la mer d'Irlande paraît toute petite quand on est sur un ultime. Elle paraît longue et compliquée quand on est en Figaro auprès dans 25-30 nœuds. Donc j'ai eu la chance de faire les deux. Et c'est sûr que quand on passe les Scilly, il nous reste à peu près 100 000 pour aller jusqu'au Fastnet. Bon bah en ultime, ça peut prendre à peine 3 heures, voire moins. Donc c'est sûr que c'est pas du tout la même façon de voir la course, voir les distances et aussi anticiper les manœuvres. Hein. Quasiment quand on a passé les Scilly, on était déjà en train de réfléchir à la manœuvre qu'on va faire dans 2 ou 3 heures pour passer le phare du Fastnet. Quand on est en monocoque, on a un peu de temps pour réfléchir. Exactement. Et donc, si je te suis bien, le record de Gitana 17, 1 jour 9 heures 14 minutes, j'imagine qu'il peut être largement battu selon toi sur la stricte foi des polaires de vitesse de vos bateaux si les conditions sont un peu au rendez-vous. Oui, bien sûr, c'est une météo idéale, on peut battre le record. On sait qu'avec nos bateaux, on est capable de faire autour de 800 000. On a fait plusieurs journées à 800 000 là, au mois de mai quand on est allé faire notre entraînement en Atlantique. Maintenant, c'était sur une route quasiment directe, en tout cas sur des bords assez droits, sans trop de manœuvres. Donc la complexité de ce parcours, c'est que, on l'a dit, hein, il y a beaucoup de points de passage, beaucoup d'obstacles et de transitions de vent le long de la côte anglaise. Même on arrive proche du Fastnet, il peut y avoir peu de vent. On a vu sur la mini Fastnet cette année, les bateaux ont été au ralenti pendant toute la course. Donc c'est vraiment la météo qui va décider. Si on a l'idéal, c'est d'avoir du vent de sud en approche d'une dépression et puis on fait tout quasiment sur un bord pour aller au Fastnet et inversement quand on revient. Donc ça peut être l'un ou l'autre. On peut mettre effectivement 24 heures comme on peut en mettre 48. C'est la météo qui décidera. Nous, on a besoin d'avoir au minimum, on va dire 10-12 nœuds de vent pour pouvoir commencer à profiter de la vitesse de nos bateaux, en tout cas de pouvoir commencer à voler. En dessous, on est vite ralenti et pas du tout rapide. Ce temps, quand même, il est symbolique. Est-ce qu'il est, selon toi, facile à battre, un jour 9 heures 14 minutes? Le problème du Fastnet, c'est que t'arrêtes pas de changer de direction. Donc, si le vent reste dans la même direction tout le temps, il y a un moment où forcément, t'as pas un bon angle. Et vu que tu vas vers le nord, vers le sud, vers l'ouest et vers l'est, s'il n'y a pas de rotation de vent, c'est difficile. Et donc, effectivement, là, on avait plutôt eu du vent tout le temps et on avait plutôt été vite. Donc, ça va pas être forcément facile à battre, je pense, d'avoir un vent aussi favorable. On verra bien. Après, avec un coup de chance, on peut faire beaucoup mieux, hein, c'est sûr, mais bon, il faut que les conditions soient parfaites pour le départ. Voilà, si on se mettait en stand-by pour un record, on trouverait sûrement une meilleure météo, mais je pense que sur cette époque-là de l'année, avoir une météo aussi favorable, ce sera pas forcément facile. Tu nous as parlé beaucoup, Armel, du parcours. Tu l'as bien découpé là. Tu nous as parlé des contraintes portuaires à l'arrivée qui feront que le bateau ne pourra pas rester longtemps en rade à Cherbourg. Comment vous vous y prenez pour le départ? On n'a pas parlé de ça. Vous arrivez directement sur la ligne dans le Solent ou vous amarrez à cause, vous prenez une bouée la veille en arrivant en Angleterre? Non, effectivement, là aussi, on est un petit peu contraint par la taille de notre bateau et la logistique que ça déplace si on doit s'amarrer ou se mettre à quai. Donc on va arriver le matin du départ, le samedi, donc pour se présenter au niveau de la zone de départ. Donc on partira sûrement la veille de Lorient, on passera une nuit en mer. Et puis au petit matin, on rentrera tranquillement dans le Solent. L'idée, c'est vraiment d'arriver presque pas au dernier moment, mais pas loin, parce que une fois qu'on rentre dans ce couloir, et ben on va se retrouver avec les 500-600 bateaux qui vont commencer un petit peu à tournoyer autour de la ligne et ça devient vite très très stressant parce que il faut être en vigilance permanente. Donc on essaie d'éviter de retarder le plus tard possible ce moment-là et puis bien sûr on prendra le départ comme prévu. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on est le premier départ, les bateaux les plus rapides partent en premier, ce qui nous évite de
de rattraper des bateaux moins rapides et d'avoir le souci de décroissement et des dangers que ça peut comporter. Donc voilà, à nous de prendre un bon départ à l'heure sans partir trop tôt, et puis ensuite on pourra profiter de cette course. Très bien Armel, merci pour toutes ces explications. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission, au terme également de ce roman du Fastnet qui, j'espère, vous aura éclairé sur les multiples aspects et les temps forts de cette course formidable qui fête son cinquantenaire cette année. Presque un siècle de course au large, résumé en une seule épreuve. C'est aussi ça qui en fait la légende, le mythe. J'en profite également pour vous rappeler que l'association Arrivée Fastnet Cherbourg vous donne rendez-vous du 20 au 29 juillet pour célébrer les arrivées sur le village de la course à Cherbourg en Cotentin. Très bon Fastnet à tous, à bientôt.